moins de 5% des élus locaux se forment chaque année, alors même, nous le savons, qu'il y a une exigence, et nous en parlons un peu dans toutes les thématiques que nous traitons, il y a une urgence de formation qui, pour moi, ne relève plus de la formation aux finances publiques, ce sujet très classique que tous les élus faisaient. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets très importants de management, de conduite de projet, qui sont des sujets nouveaux, qui sont liés à la transformation du métier de l'élu local. Donc nous avons beaucoup parlé de la formation des élus dans des lois un peu engagement et proximité, 3DS, nous en dirons un mot, mais très récemment, nous venons d'adopter au Sénat une proposition de loi sur le statut de l'élu, et nous avons intégré dans cette proposition de loi très écuménique, puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité au Sénat, un volet important sur la formation. Donc nous savons qu'il y a eu, on va dire, des choses un peu étranges en matière de formation des élus, c'est-à-dire c'était peu transparent, il y avait parfois des choses, on va dire, assez pittoresques en matière de formation, et qu'il est apparu souhaitable de clarifier, de sécuriser et de légiférer là-dessus. Donc l'inspection générale de l'administration et des affaires sociales avait rédigé un rapport dédié à la formation des élus locaux. Nous entendrons M. Guiguet sur les constats dressés, qui étaient extrêmement éloquents, et sur les mesures préconisées. Nous avons aussi ouvert cette table ronde à des experts. Donc, Monsieur Camus, vous êtes docteur en sociologie, et c'est extrêmement intéressant parce que vous êtes l'auteur de la première thèse en France sur la formation des élus. Donc, vous nous intéressez tout particulièrement, et vous avez cofondé l'Observatoire national de la formation des élus locaux, et vous nous présenterez brièvement le premier baromètre que vous avez créé. Vous nous donnerez quelques éclairages européens et des recommandations, même si nous savons que dans certains pays européens, le système est très différent du nôtre. Enfin, Madame Guigaud, de l'Institut Paris Région, vous nous présenterez les conclusions d'un programme de recherche Action innovante qui est intitulé, c'est un jeu de mots, des formations. Et donc vous allez nous dire pourquoi l'offre et la demande se rencontrent un peu difficilement et comment il faut transformer les choses. Et je voudrais relayer les témoignages que nous avons reçus sur la mise en œuvre pratique de l'accès à la plateforme numérique du DIF. Alors nous souhaitions aujourd'hui avoir la DGCL et la Caisse des dépôts et consignations. Ça n'a pas été possible, mais nous aurons certainement un rendez-vous, je le dis pour mes collègues. Je pense que avec le gouvernement, nous avions fait œuvre, on va dire, d'un salutaire en matière de, comment dire, de reprise en main du dispositif de formation, en le sécurisant, en lui donnant plus de transparence, mais qu'il me semble que la meilleure intention du monde est parfois transformée en grosses difficultés par la mise en œuvre. Et donc aujourd'hui, nous avons des grosses difficultés d'accès au DIF, parce que la Caisse des dépôts et consignations, dont je ne remets pas en cause le sérieux, a inventé une machine un peu diabolique qui donne l'impression aux élus, à chaque fois qu'ils veulent rentrer dans un parcours de formation, qu'ils sont exclus ou qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Donc nous souhaitons rencontrer la Caisse des dépôts et consignations pour vraiment un échange très positif et constructif sur le sujet, ainsi que la DGCL, parce que la formation, on l'a dit, est un enjeu majeur, et qu'aujourd'hui, le système est vraiment une invention assez remarquable. Pour terminer, je vais vous donner quelques chiffres inspirants. Ce sont des chiffres qui nous ont été fournis par la Caisse des dépôts et consignations, qui gère donc le dispositif de DIF. Le nombre de dossiers de demande de recours au DIF a considérablement baissé depuis 2021, où il est estimé un peu moins de 50 000. En 2022, c'était 20 000. Et en 2023, pour les 3 premiers trimestres, nous sommes à moins de 12 000. Donc on est en chute libre. Donc comment nous remédions? Donc nous disposons d'un peu plus d'une heure pour vous écouter avec grande attention et grand plaisir. Donc je vous laisse la parole. Et puis, donc ensuite, on aura un échange avec les collègues. Donc je propose peut-être, Monsieur Camus,
que vous entamiez discussion, Monsieur Guigou et Madame, excusez-moi, Madame Guigou et Monsieur Giguet, si vous êtes d'accord. Le temps de parole de vos collègues dépend de vous, Monsieur Camus, donc je ne mets pas de pression, mais voilà. Merci, Monsieur Camus. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, les sénatrices. Merci pour cette invitation déjà sur un sujet effectivement sur lequel nous avons peu l'occasion de discuter, en tout cas au niveau universitaire. Comme vous l'avez effectivement rappelé, on est très peu aujourd'hui. Je pense à ma collègue Sabrina Galal aussi, qui est en sciences de gestion, qui a travaillé un peu plus tard que moi, mais récemment sur le sujet. On est dans la littérature francophone de ce chercheur aujourd'hui à s'intéresser à ça, ce qui démontre aussi le caractère un peu reculé, ou en tout cas un peu obscur de ce point-là. Vous l'avez rappelé, effectivement, je l'ai entendu en arrivant, 3 à 5% des élus locaux qui se forment par année. Je le dis d'un point de vue académique, ces chiffres ne sont absolument pas incontestables. Moi aujourd'hui, et notamment pour faire le baromètre que vous avez rappelé, je me suis appuyé sur les données dont nous disposons de la part de la Caisse des dépôts, qui, après procédure CADA, a réussi à mettre ces données en ligne, qui sont de nature publique. Il s'avère que la DGCL, et c'est bien dommage qu'il ne soit pas là, parce que je l'aurais dit avec d'autant plus de gentillesse qu'il aurait été ici avec nous, mais que moi, je suis aussi en lien avec la DGCL pour qu'ils essayent de nous transmettre les données vis-à-vis du droit des collectivités locales. Et à ce jour, je n'ai pas de réponse, et à ce jour, pour être transparent, j'ai dû engager une procédure CADA envers la DGCL, parce que on me signifie qu'on a bien reçu mes mails, mais on me donne aucune réponse, ni oui ni non. Voilà, donc bon. C'est très gentil. L'idée étant de pouvoir donner des données publiques gratuites pour qu'on puisse effectivement avoir ce rôle d'information et de diagnostic, parce que si on veut comprendre pourquoi les élus locaux se forment pas, je pense qu'il faut d'abord avoir un travail académique, mais qui ne remplacera pas le travail administratif et ou politique, bien entendu. Déjà peut-être pour vous dire que effectivement aujourd'hui on est sur un droit à la formation des élus locaux qui est bicéphale, entre guillemets, qui à la fois est financé par les collectivités locales et à la fois qui est prélevé sur les indemnités des élus par la Caisse des dépôts et consignations. Que 60% des collectivités locales, et ça c'est l'IGAS et l'IGA qui l'ont très bien montré, n'inscrivent pas de budget. Donc ça veut dire que vous avez plus d'une collectivité sur deux qui ne donne pas de budget à ses élus pour se former. Et vous avez un modèle de calcul basé sur l'enveloppe indemnitaire, 2 à 20%, qui est structurellement inégal, vu que plus que vous êtes dans une petite collectivité, bien moins l'enveloppe indemnitaire est importante, plus les montants du coup à disposition sont faibles. D'autant plus qu'on le sait, il y a des régulations par la modestie, par les maires, qui du coup s'empêchent de mettre des budgets, non pas qu'ils ne connaissent pas le droit, non pas qu'ils ne veuillent pas promouvoir cette question de la formation, mais qui sont dans des injonctions contradictoires vis-à-vis des budgets qui se resserrent. Et malheureusement, vu l'état actuel du débat public, ça ne va pas aller en s'arrangeant normalement. Donc globalement, on a un DIF également qui du coup a connu une dégradation en termes de qualité, entre guillemets, dans la mesure où les heures sont passées en euros et aujourd'hui la dimension permet moins de formation. Un DIF qui est structuré, et on en discutait juste avant, et qui ne permet pas aujourd'hui d'accueillir plus de 10% des élus locaux, parce que 10% des élus locaux, ça fait 51 000, fois 400 € par année, vous arrivez à 20 millions d'euros. D'aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations ne récupère pas 20 millions d'euros par année. Alors aujourd'hui, il y a un système où la Caisse des dépôts et consignations ne dépense pas toute l'enveloppe, même pas du tout l'enveloppe qu'elle reçoit, donc elle crée une réserve, mais on a des élus locaux qui se retrouvent face aussi à des dispositifs qui sont empêchants. Et globalement, et force est de constater qu'on a des retours assez importants d'élus locaux qui se retrouvent bloqués face à la plateforme. Et là, on a vraiment une vraie difficulté qui pourrait, à mon avis, être restreinte si la Caisse des dépôts et consignations mettait tout simplement une hotline, ou en tout cas une sorte de service pour accompagner les élus et peut-être aussi les organismes de formation. Ce serait intéressant. D'un autre côté, en effet miroir, vous avez le marché aujourd'hui qui est totalement insuffisant, dans la mesure où le CNEFEL n'a pas réussi à faire rentrer suffisamment d'organismes. On en a 238 jusqu'aux dernières nouvelles, 35% en région Île-de-France. Donc ça veut dire que vous avez 17 départements qui n'ont aucun organisme de formation agréé, 50 qui n'en ont qu'un seul. Et au-delà de l'aspect un peu homogène du marché de la formation des élus locaux, en fait, vous avez des organismes très inégaux et qui proposent des offres qui n'ont pas du tout les mêmes qualité pédagogique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises ou des bonnes formations, mais ça veut dire effectivement que sous le terme formation, vous avez de l'information, de la sensibilisation, de l'échange entre pairs, vous avez des cycles pédagogiques très bien formulés, etc. Et tout ça cohabite ensemble, et en fonction de qui vous êtes comme élu, de la collectivité dans laquelle vous êtes, du rapport que vous avez avec l'outil informatique, des organismes qui sont près de chez vous, tout simplement, vous n'avez pas du tout la même capacité de vous former, et ça, c'est malheureusement une réalité. Donc, quelques recommandations, parce qu'on m'a demandé effectivement d'en faire, et après, je passerai sur un tout petit
petit échantillon d'exemples étrangers. Peut-être déjà, vous l'avez compris, désindexer le financement de l'enveloppe indemnitaire des collectivités pour rompre du coup la dégressivité des droits qui pénalise les petites et moyennes communes. Encourager peut-être, et ça c'est déjà le cas, mais l'intercommunalité à jouer un rôle de gouvernance et de mutualisation des coûts. Ça fonctionne bien. Moi je travaille en Bretagne pour l'ARIC, vous le savez peut-être, en tant que responsable de formation, on se repose beaucoup sur les intercommunalités pour du coup avoir ce rôle de gouvernance sur les territoires. Vous avez également peut-être une mission vis-à-vis des préfectures pour aller regarder dans la gentillesse et la bienveillance peut-être, mais pourquoi est-ce que les enveloppes ne sont pas inscrites dans les budgets locaux. L'augmentation du DIF, l'enveloppe DIF, pourquoi pas, mais ça ne résoudra pas le problème de l'accès. On pourra mettre autant d'argent qu'on veut sur le DIF, si les élus n'ont pas accès au DIF, ils ne pourront toujours pas l'utiliser. J'entends très bien, et c'est effectivement une très bonne idée, la création d'une validation des acquis de l'expérience et des systèmes de reconversion professionnelle. Peut-être faudrait-il penser à indexer ou rapprocher les formations vécues en cours de mandat de ces dispositifs-là, pour qu'on puisse avoir des élus qui du coup se forment en cours de mandat pour des raisons de mandat, mais qui puissent utiliser ces formations également pour se reconvertir. Ce serait intéressant qu'il y ait une connexion. Et peut-être avoir des données annuelles publiques, voilà, à disposition de toutes et de tous, qui permettraient de pouvoir objectiver ces dimensions-là. Je termine avec des exemples étrangers pour vous dire que le cas français, quand même, malgré ce que je viens de vous dire, qui pourrait ressembler à une sorte d'image un peu négative, on est sur un cas singulier pour ce qu'on en sait. Alors je pense être le seul aujourd'hui à avoir travaillé sur ce sujet de l'international de la formation des élus locaux, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a des gens qui connaissent d'autres formateurs ou d'autres chercheurs, je suis très intéressé. Le cas français des années 90, effectivement, vient rompre avec une sorte de notion informelle et non cadrée de la formation dans les différents pays. J'en ai étudié une trentaine pour ce que j'en sais. On voit depuis 2014 une injonction dans des pays anglo-saxons autour de la notion de déontologie, notamment au Québec, autour des Sunshine Laws dans certains États états-uniens, sur l'accès aux données, l'accès aux records publics pour du coup les citoyens. Et je terminerai sur, pour moi, un des modèles qui a atteint, il me semble, un degré de maturité les plus élevés, qui est celui du Queensland, du coup État fédéré australien, qui voit la formation du coup des élus locaux en 3 temps. Une formation pour les candidats, obligatoire. Alors je sais que le débat a eu lieu au Sénat et que la formation des candidats est difficile à envisager, mais au Queensland, pour être candidat à une élection, il faut satisfaire une obligation de formation. Voilà, il faut justifier du fait qu'on a bien saisi un peu vers quoi on va et les fondamentaux un peu institutionnels des mandats que l'on brigue. Il y a une induction programme, donc c'est les fondamentaux du mandat globalement. Donc vous êtes élu, bravo. Maintenant il va falloir s'y mettre et qui vous êtes, sur quelles responsabilités vous allez. Donc il y a des formations qui sont assez pointues. Et ensuite, les collectivités, elles ont l'obligation d'inscrire chaque année un parcours de formation de leurs élus pour développer des compétences au sens professionnel du terme. Et je sais que c'est un gros mot. Et je m'arrêterai là du coup pour ne pas empiéter sur le passage de mes collègues. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup. En accord avec Madame Guigou, et si vous le voulez bien, Madame la Présidente, j'interviendrai avant et Madame Guigou pourra ensuite intervenir. C'est l'objet d'un échange préalable. Donc, je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci également pour cette invitation et pour nous offrir la possibilité de présenter les conclusions du rapport que nous avions remis au sein de votre instance. Alors, notre rapport, quelques mots préalables, c'est un document qui a été rédigé il y a maintenant quelques années. Je vais faire ce petit rappel pour cadrer l'objet du rapport. Pourquoi est-ce que cette mission a été demandée, ce que nous avons proposé et le regard que nous pouvons poser sur ce qui a été mis en œuvre depuis. Donc, ce rapport, d'abord, c'est un travail collectif. L'Inspection générale d'administration du ministère de l'Intérieur et l'Inspection générale des affaires sociales qui ont travaillé de concert à 4 personnes, je suis l'un des 4 représentants, sur ce sujet. Nous avons rencontré l'ensemble des parties prenantes, élus, organismes de formation, administrations, qui sont intéressés sur ce sujet, de manière à pouvoir en tirer la meilleure exégèse et les propositions pour la suite. C'est un rapport donc, qui a été remis il y a un peu plus de 4 ans. La commande a été faite en 2019, donc ce que je vais vous dire s'inscrit dans cette temporalité. Nous avons creusé le sujet à l'automne 2019, nous avons remis en janvier 2020, et comme pour les autres rapports administratifs, une fois que le rapport est remis, il est la propriété du destinataire. Donc, en l'occurrence, les ministres en charge des collectivités, les ministres en charge de la formation professionnelle, qui ensuite ont la charge, en lien évidemment avec la représentation nationale, puisqu'il y avait des mesures législatives, de mettre en œuvre ou non les recommandations qui sont faites dans ce rapport. Si l'on s'inscrit dans le contexte, pourquoi cette mission en juillet 2019 ? 4 points principaux peuvent être mis en évidence. L'été 2019, c'est juste avant le printemps 2020, donc juste avant le renouvellement municipal.
vous le savez tous, les élus locaux, les élus municipaux représentent 99% des un peu plus de 500 000 élus français. Donc c'était le moment idéal pour avoir un regard objectivé sur le fonctionnement du dispositif de formation, sur les attentes, sur les besoins, sur, un point sur les fonctionnements et les dysfonctionnements pour voir quelles améliorations proposer. 2019, c'est également dans un contexte temporel, un contexte de proximité avec la réforme de la formation professionnelle et une volonté de rapprocher le dispositif de formation des élus des dispositifs génériques de formation des actifs et donc voir quelles connexions pouvaient être exercées de manière à ce qu'il y ait une bonne à ce que les droits acquis soient facilement transposables et qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre ce qu'un élu pouvait utiliser au titre de sa formation et un professionnel non élu puisse également utiliser. C'est également, il faut le dire, en 2019, le contexte de la publication d'articles et de reportages sévères sur le dispositif et qui faisaient état de dérives réelles et supposées. Or, comme c'est un dispositif qui fonctionne sur des financements publics, les autorités ministérielles voulaient pouvoir avoir un regard sur la réalité de ce fonctionnement et sur la réalité de ces dérives possibles. Vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, il y a des cas qui étaient un petit peu cocasses. On a cité quelques exemples dans notre rapport. L'idée était également, du coup, d'assurer un meilleur fonctionnement et d'éviter que ces dispositifs financés sur fonds publics puissent à nouveau prospérer. Enfin, il y avait un dernier point, un peu plus technique. Je vais essayer de ne pas être trop complexe, mais le dispositif de formation des élus reposait sur deux jambes. Les financements assurés par les votes des conseils municipaux et le droit individuel à la formation des élus, qui est encore tout récent, ce DIF. Il a été mis en place en 2015, il n'avait que 4 ans, on commençait à voir sa mise en œuvre. C'est un dispositif très incitatif. Et le problème, c'est qu'en 2019, il était tellement incitatif qu'il prenait très bien et qu'on avait des réelles interrogations sur sa soutenabilité financière à très court terme, au moment où nous avions travaillé. Et l'objectif de la mission, après tout ce que je viens de dire, c'était évidemment d'assurer une capacité à donner accès à la formation aux élus locaux, mais dans des conditions financières qui soient également soutenables. Et c'est un des points qui était important, sur lesquels nous sommes évidemment beaucoup penchés dans le rapport. Donc, le contenu du rapport, je ne vais pas vous le refaire évidemment, mais il visait à répondre à ces différents points. Nous avons voulu mettre en évidence les besoins des élus, les attentes des élus, les capacités et difficultés qu'ils rencontraient pour accéder à la formation, évoquer l'ensemble des aspects aussi bien administratifs, fonctionnels, mais aussi sociologiques sur ce qui pouvait représenter des barrières pour l'entrée à la formation. Sur le fonctionnement du dispositif, nous avons veillé à réaliser un état des lieux, combien d'élus se forment, à quel coût, dans quelles conditions, avec quels organismes, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui ne fonctionnait pas. Et nous avons décrit tous ces éléments. Et surtout, nous avons voulu émettre des propositions qui visait à corriger les dysfonctionnements et à mettre en place un niveau dispositif intégré. Dans ce sens, nous avons fait différentes propositions, 13 au total, qui, quand on les regarde, s'intègrent dans un dispositif assez nouveau, assez intégré et assez liés les unes aux autres, qui visaient à la fois à garantir un droit à la formation, à répondre aux enjeux, à s'assurer de la meilleure gouvernance du dispositif et, en outre, au-delà de la formation, à veiller à mettre en place la meilleure information des élus, notamment au moment où ils exercent le début de leur mandat municipal. Alors, 4 ans après, quel bilan? Je l'ai dit au début de mes propos, une fois que le rapport a été remis, il est la propriété des autorités qui l'ont reçu et le regard que l'on peut porter, que je peux porter, c'est celui d'un citoyen avisé, d'un citoyen averti. Il ne nous appartient plus et nous n'avons plus à rentrer dans ce qui était mis en œuvre. Le regard que j'ai, je me permettrai de le dire toutefois, nous avons l'impression, je peux le dire pour moi-même et pour en avoir parlé avec mes collègues, d'avoir fait œuvre utile. C'est un rapport qui a donné lieu à une réforme profonde l'année suivante, qui donne encore lieu à des débats. Le fait que nous en discutions aujourd'hui, et encore une fois, je vous en remercie, en est l'illustration. Et quand on regarde proposition par proposition, plusieurs ont été mises en œuvre. C'est toujours une satisfaction quand on rend un rapport de voir qu'elles sont mises en œuvre. Et même quand les propositions n'ont pas été mises en œuvre stricto sensu, c'est parce qu'il était tenu compte du contexte, des blocages, mais les réformes qui ont été mises en œuvre ont veillé à s'inspirer de la philosophie de notre rapport. Certaines propositions ne sont pas mises en œuvre stricto sensu, mais les dysfonctionnements qui ont été mis en évidence ont été corrigés de telle manière à ce qu'on répondait à l'objet de nos propositions. Et donc, on a ce sentiment de satisfaction d'avoir été suivi, l'impression d'avoir un dispositif qui aujourd'hui est plus transparent, assaini par rapport à certaines dérives qui ont été mises en œuvre. Et nous avons également l'impression, et plus qu'une impression, d'avoir pu anticiper des débats de société. Et encore une fois, cette séance en est l'illustration.
Sur la réalité de la mise en œuvre opérationnelle, encore une fois, je ne pourrais pas me prononcer. Nous avons fait un constat à date à l'automne 2019. Nous en avons discuté avant. Nous avons conscience que des progrès restent à faire. Et pour cela, la représentation nationale est certainement la mieux qualifiée pour pouvoir mettre en œuvre les améliorations encore nécessaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giguet. Juste un commentaire. Moi, je partage l'intérêt et la grande qualité de votre travail qui nous a permis de travailler avec la définition de nos objectifs, c'est-à-dire la conviction que la formation, elle est utile et indispensable, qu'ensuite la formation est un sujet éminemment sérieux, dépendant de fonds publics, donc le côté pittoresque de la formation devait être largement évité, et que dans 3DS, nous sommes beaucoup inspirés de ce que vous avez dit, et que nous étions tellement heureux qu'on puisse parler de ça, qu'aujourd'hui est venu pour nous le temps de l'évaluation. Et que je pense que dans l'évaluation, il n'y a pas de remise en cause des préconisations que vous avez faites. Ce qui nous gêne, c'est la mise en œuvre technique de l'exercice. Et nous pensons, je le dis très simplement, que la machine ne doit pas empêcher d'atteindre l'objectif. C'est quand même un comble. Hein. Et on est très bloqué. Madame Guigou, merci à vous. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour cette invitation à venir exposer une recherche-action, une étude à visée opérationnelle qui est modeste, située, mais qui néanmoins apportait un certain nombre d'enseignements et de fruits. Alors, l'objectif de cette étude, c'était de repenser la formation des élus locaux et d'expérimenter un certain nombre de formats alternatifs et de faire des recommandations et des propositions pour améliorer cette formation des élus locaux. Un petit mot, c'est une étude qui a été faite sur 2 ans, entre 2020 et 2022. Un tout petit mot sur le cadre. Elle a été financée dans le cadre d'un programme TIGA, Territoire innovant de grande ambition, et d'un programme régional, Construire au futur, habiter le futur, soutenu par la région Île-de-France. Donc, objectif, cette nouvelle offre, réfléchir à une nouvelle offre de formation des élus locaux, à la question de la transition ou des transitions au sens large. Alors, ça peut être généralisé, mais ce qui est important, c'est qu'on a travaillé sur les questions d'aménagement, de développement des territoires, d'environnement. On n'a pas couvert le champ des formations et on a plutôt ciblé sur les élus du rural et du périurbain, donc des élus qui ont une ingénierie et des ressources plus modestes que de grands élus de métropole ou de grandes villes. L'étude a été faite par l'Institut Paris Région. L'Institut Paris Région, c'est dans lequel je travaille, une agence régionale d'urbanisme et d'environnement au service de la région Île-de-France et des partenaires, 200 experts qui travaillent en transversal de façon pluridisciplinaire, pour le dire vite, sur le développement des territoires. Et par la 27e région, qui est un laboratoire d'innovation publique, et 2 bureaux d'études, pratico-pratiques et parties prenantes. Avec une démarche participative, nous avons fait pour les élus locaux et avec les élus locaux. Programme de 3 ans, 3 modules, une enquête collaborative sur laquelle je ne reviendrai pas parce qu'on s'est appuyé, mais on a retrouvé beaucoup de conclusions de l'IGA. Un temps d'expérimentation, 12 expérimentations qui ont mobilisé une centaine d'élus locaux en Île-de-France, mais aussi ailleurs. Et puis, un temps de recommandations, de propositions, la publication, des publications qu'on a voulu innovantes, de livrables qui sont en ligne et qui sont à votre disposition, et un blog, et une tribune qui a été signée par une cinquantaine d'élus locaux et qui visait à promouvoir et à défendre un certain nombre d'idées qu'on avait mis en œuvre. Alors, que nous proposions. Alors, pourquoi cette étude? Parce que nous avons fait le constat de ce paradoxe de la formation des élus, qui a déjà été abondamment développé. L'idée, c'est simplement que la formation est un outil absolument formidable, absolument indispensable, que ça devrait être un outil stratégique pour accompagner les mandats des élus, et qu'aujourd'hui, c'est rarement le cas. Et donc, on s'est demandé pourquoi et qu'est-ce qui pourrait être fait
pour réduire ce que l'on a constaté, c'est-à-dire le décalage entre les besoins et les attentes des élus locaux et l'offre. Offre qui certes est abondante, mais il nous semble qu'il y a un pendant qui manque. Alors, 5 constats, et je serai nécessairement généraliste. L'offre de formation actuelle est principalement individuelle. Or, aujourd'hui, les élus ont aussi besoin de faire équipe, de travailler au sein d'un exécutif et de travailler en équipe. Et ça, c'est une difficulté. Deuxième constat, l'offre de formation, elle est d'abord technique. Évidemment, c'est indispensable, mais les besoins des élus qui sont confrontés à une multiplicité d'injonctions souvent paradoxales et à une complexité croissante de leur action, c'est de donner du sens à leur action, c'est de retrouver des moyens d'agir. Or, la plupart des formations ne permettent pas d'aller dans ce sens-là. Troisième constat, les formations aujourd'hui, l'offre est sur catalogue, là encore c'est absolument nécessaire, mais les élus ont très souvent besoin de formations sur mesure, contextualisées, parce que chacun est confronté, selon les territoires, à des problèmes différents. Et donc, comment construire cet accompagnement sur mesure? Quatrième constat, les formations proposées sont souvent descendantes. Un ou des formateurs excellents, mais qui délivrent un savoir. Or, les besoins des élus sont plutôt des besoins d'échange entre pairs. L'échange entre pairs existe, mais il n'est pas suffisamment développé à notre connaissance et il n'est pas suffisamment outillé, adapté aux besoins des élus. Et enfin, dernier point, les formations sont souvent chronophages. Les élus, petits élus, entre guillemets, enfin en tout cas des territoires ruraux, ont besoin de retrouver du temps, puisqu'ils ne sont pas des professionnels, ils ont aussi une vie professionnelle, ils ont une vie familiale et une vie d'élus. Et voilà. Alors, en synthèse, les élus sont les mains dans le cambouis, si vous me permettez l'expression, et ils ont besoin, dans les formations, d'un retour d'investissement immédiat. Et donc la question, c'est comment outiller cet apprentissage sur le terrain, comment valoriser les acquis, comment construire des parcours. Comment faire? Alors, on a identifié un certain nombre d'orientations que je cite rapidement. Par exemple, aider à identifier les besoins des élus, les besoins individuels et les besoins collectifs, s'appuyer sur toutes les ressources du territoire. Il existe des ressources dans les territoires qui pourraient aider les élus à se former, à s'auto-former, à s'informer et qui sont souvent mal connues. Renforcer les synergies élus-agents, c'est un enjeu absolument central. Un élu ne peut rien faire sans son équipe administrative, sans son appareil administratif. Quel est aujourd'hui, dans le contexte, le rôle des élus et comment ils peuvent mieux travailler avec leurs équipes, leurs agents? Avoir des méthodologies différentes. Par exemple, il nous a semblé que la méthodologie d'enquête était un outil extrêmement intéressant. Mettre les élus qui se forment en situation d'enquêter directement auprès de pairs, auprès d'autres élus ou auprès d'autres personnes pour passer à l'action. Et raisonner en termes de bonnes pratiques est très intéressant, mais accepter aussi qu'il y ait des difficultés et partager ces difficultés entre élus dans un cadre de confiance, dans un cadre évidemment qui garantit une confidentialité. Alors, nos expérimentations, il y en a eu 12, plus ou moins ambitieuses. Clairement, les résultats sont plus ou moins pertinents. On a fait des bilans, on les a évalués. Je ne vais pas toutes les développer. Je vous dis un tout petit mot sur 3 d'entre elles très rapidement pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise. Par exemple, on a monté un dispositif d'enquête entre pairs sur une question. Alors, ça veut dire qu'on a réuni une dizaine d'élus locaux, une petite journée dans une salle qui avait comme objectif très concret soit d'accompagner des projets de méthanisation sur un territoire, donc vous voyez un enjeu très technique, soit qu'il y avait une offre de projets de méthanisation sur un territoire et qui se posait beaucoup de questions. Quel est mon rôle en tant qu'élu? Et donc on a outillé, on a construit un dispositif avec 3 élus qui avaient déjà été confrontés à ces questions-là et qui avaient des choses à dire intéressantes. Et on a aidé notre dizaine d'élus à enquêter, c'est-à-dire poser des questions dans un cadre de confiance à ces élus. Et donc, ça permet de faire de l'échange entre pairs et ça donne des leviers aux élus pour passer à l'action.
Deuxième exemple, un groupe d'entraide pour élus en charge des transitions. Dans certaines collectivités, on a des fonctions d'élus qui ont transversales en charge des transitions, fonctions très importantes, mais complexes, difficiles, parce que justement transversales. Et donc, on a construit un petit dispositif avec une série de séances, avec une animation légère pour permettre un échange entre ces élus en partant de leurs difficultés et des leviers d'action en garantissant un cadre de confidentialité, évidemment. Dernière expérimentation, et ce sera mon dernier mot, un speed dating entre élus et associations locales, élus de petites communes rurales, qui, en fait, ont peu de moyens et qui ne connaissent pas les ressources d'associations locales qui sont pourtant gratuites. Et donc, sur un projet très concret d'aménagement d'une place de centre-bourg, en s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature, on a organisé une rencontre avec des associations, par exemple un CAUE, qui sont prêtes à aider ces élus. Et donc, les élus sont ressortis en ayant le sentiment qu'ils pouvaient s'appuyer sur des ressources locales, et ça permet aussi de la mise en réseau qui est extrêmement importante. Voilà, quelques exemples. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame. Votre démarche est très intéressante parce qu'elle transforme le regard sur la formation. C'est-à-dire, parfois, on est encore sur la délivrance de savoir et une offre de catalogue un peu technique. Et je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je pense que le temps où l'élu il se formait aux finances, à l'urbanisme, je ne veux pas dire que c'est derrière nous, mais le sujet, il est bien sur tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire comment on manage une équipe, comment on rend la décision que l'on prend acceptable, donc comment on travaille avec les concitoyens et comment, moi j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire comment on construit avec d'autres sa réflexion et en avance, et comment les apprentissages des uns et des autres par des mini-réseaux nous aide à la fois à partir de nos difficultés, de vos pratiques. Donc moi, j'apprécie vraiment ce que vous dites et je rêve que la formation qui soit mise à disposition soit celle-là, parce que je pense que les élus, ils sont contributeurs à leur formation. On voit bien que c'est à partir de l'humilité qu'ils ont, leur capacité à faire part de leurs besoins, mais aussi de leurs échecs ou de leurs difficultés, qu'ils progressent, et que quand nous avons travaillé sur le statut de l'élu, nous avons ressenti cette énorme fatigue des élus qui vient de la lassitude, parfois du fait qu'on se sent seul alors qu'on doit être fort. C'est-à-dire un maire, il ne peut pas dire, enfin il a du mal à dire, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, parce qu'il y a encore le regard du maire un peu MacGyver. Là, bon. Et vous, vraiment, je trouve que vous apprenez aux gens à cheminer, à avoir confiance, à progresser. Enfin, vraiment, vos interventions sont très intéressantes. J'ai deux collègues qui souhaitent prendre la parole. Laurent Burgot, Laurent, puis Catherine Di Folco. Et d'autres, je vous en prie. Cédric Vial. Laurent, je t'en prie. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Madame et Messieurs, pour vos interventions. Une remarque et deux questions. Ma remarque, c'était par rapport à la problématique que vous avez exposée de la formation, par rapport au mandat municipal en cours. On oublie trop souvent que pendant 1 an et demi, nos concitoyens et les élus, nous avons dû gérer une crise sanitaire qui nous a beaucoup impacté. Et malheureusement, on a vite oublié que ce mandat municipal était un mandat un peu particulier, puisque pendant 1 an et demi, les équipes municipales n'ont pas pu, des fois, encore moins se former, j'allais dire même, exister, être réellement une équipe autour du maire. Et c'est vrai qu'on voit que cela a comme conséquence pas mal de démissions d'élus, voire de personnes qui, au sein de l'équipe municipale, n'ont pas été totalement intégrées du fait de cette crise sanitaire qui a touché notre pays. Alors, moi, je trouvais très intéressant votre idée de formation ascendante. C'est vrai qu'ici au Sénat, on aime plutôt que ça monte du terrain que ça descende de Paris. Donc, deux questions, si vous pouvez répondre, c'est quelles sont, si vous l'avez, les attentes de nos élus en matière de formation, les thèmes qu'ils aimeraient, et deux, j'allais dire, à quel échelon vous voyez la formation la plus pertinente entre pairs? Est-ce que ça doit être une initiative d'élus entre eux ou est-ce que ça doit être une initiative d'association d'élus départementales?
Merci. Vraiment, merci beaucoup à vous trois parce que vos interventions étaient très, très intéressantes, chacune dans son domaine. Une réflexion aussi, notamment pour les nouveaux élus, évidemment. Beaucoup arrivent, enfin certains arrivent en tout cas de l'entreprise et pensent que gérer une collectivité, c'est comme gérer une entreprise et ils se heurtent vite au fait que c'est pas du tout le même environnement. Donc moi je me dis, j'aime beaucoup l'idée d'une formation initiale obligatoire pour connaître l'environnement territorial. Déjà ça, parce que c'est un univers l'environnement territorial. Et beaucoup ne sont pas du tout confrontés à ça dans leur vie professionnelle hantée. Et donc ça me paraîtrait vraiment même obligatoire, quoi. Qu'est-ce que c'est la fonction publique territoriale? Et justement connaître le positionnement de l'élu par rapport au positionnement de l'agent. Parce que, et notamment dans les toutes petites collectivités dont vous parliez, il n'y a pas beaucoup d'agents forcément. Les élus, comme vous le disiez, ils ont les mains dans le cambouis et ils font beaucoup de choses eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les services ad hoc. Et puis aussi parce que c'est très intéressant de faire soi-même, il faut l'avouer. C'est quand même, quand on est un élu maire ou adjoint d'une petite collectivité, on aime bien faire aussi parce qu'on est dans le concret, etc. Sauf que rarement, les nouveaux élus savent se positionner par rapport à un agent. Le niveau politique et le niveau exécutif. Et il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas mélanger les deux, ça devient, ça peut être très dangereux. Donc moi, je pense qu'une formation initiale à l'environnement territorial, au positionnement, ça devrait être obligatoire. Voilà. Et après, par rapport, madame, aux difficultés que vous aviez identifiées, les 5, voilà. À un moment, je me disais, mais finalement, on a un organisme, bon, même s'il est critiqué, qui est toujours perfectible, qui s'appelle le CNFPT pour les agents. Je me disais, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à la création d'un CNFPT élu? Parce que finalement, ça répond à quelques critères que vous évoquiez, le fait de se retrouver en groupe pour partager. Voilà, le fait de la pluralité des formations, enfin, etc., etc. Donc je me disais, ça serait peut-être intéressant de réfléchir à créer une sorte d'organisme spécifique élu où on partage, on vient chercher, on n'est pas seul, et puis il y a des nouvelles technologies qui sont utilisées comme les MOOC, etc. Quoi, voilà. C'était juste une réflexion, pas forcément une question. Merci beaucoup en tout cas. Merci Catherine. J'ai ensuite 3 prises de parole. Cédric Vial, Daniel Guéret et Ghislaine Senet. Donc Cédric, je te propose de boucler, on va faire un trio et puis ensuite nos 2 autres collègues. Merci Cédric. Bien, merci. Mais, moi j'avais aussi deux types de remarques. La première, c'est sur les procédures. Vous l'avez légèrement invoqué. Pour y avoir participé, aujourd'hui, l'inscription à une formation est plus longue que la formation. On passe plus de temps à s'inscrire sans même parler des justificatifs qui sont réclamés après. Donc, est-ce que sur ce point-là, vous pensez on pourrait, même si bien sûr qu'il faut mettre des garde-fous, qu'il y a eu des abus et qu'il faut éviter, mais aujourd'hui on est enfin, ça devient complètement fou. La procédure qui est mise en place pour s'inscrire à une formation, c'est complètement fou. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un frein? Est-ce que ça a été, vous l'avez dit, après 2019, à un moment donné, où les choses s'étaient un peu emballées, est-ce que finalement cette complexité n'a pas été mise en œuvre volontairement? C'est la question qu'on peut se poser pour essayer de freiner la formation des élus, ce qui rend les discussions qu'on a aujourd'hui un peu cocasses pour dire qu'il faudrait qu'ils se forment plus alors qu'on a tout mis en œuvre pour finalement qu'ils le fassent moins. Ça, c'était ma première question sur la procédure. Deuxièmement, même chose sur les agréments. Ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. On a des organismes de formation spécialisés dans la fonction publique, mais qui ne sont pas agréés pour la formation d'élus. C'est le cas du CNFPT, alors que certaines formations techniques pourraient intéresser les élus. C'est le cas, moi, ça m'est arrivé de me former à l'ENA ou à l'INSP aujourd'hui, qui n'a pas l'agrément pour former les élus locaux. Enfin, il y a des choses qui paraissent quand même un peu folles. Donc sur cette procédure d'agrément, est-ce qu'aujourd'hui elle est vraiment encore d'actualité? Est-ce qu'elle a une vraie garantie de qualité? J'en doute. Et est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce qu'elle n'est pas un frein là aussi à ce que les choses se passent bien? Et troisièmement, est-ce qu'on n'est pas resté aussi dans les techniques de formation
un peu 15 ou 20 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on est encore sur la formation présentielle, alors que mes collègues l'ont dit tout à l'heure, il y a des solutions sous forme de webinaires, de MOOC, de livres audio, de podcasts, etc., où aujourd'hui les élus peuvent avoir besoin non pas d'une demi-journée dont ils ne disposent pas en formation présentielle face à un formateur, mais peut-être d'un accompagnement qui peut être numérique, qui peut écouter dans la voiture, qui peut écouter chez lui, qui peut faire autrement. Ça, aujourd'hui, c'est, à ma connaissance, pas possible. Alors que c'est quand même les solutions de notre monde moderne. Voilà. Je vous propose d'organiser vos réponses, puis après, je passerai la parole à Daniel et Ghislaine. Merci. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait encore quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, effectivement, alors on va s'organiser effectivement dans le même ordre. Effectivement, pour vous dire, là, je vais pouvoir rentrer dans des choses un peu plus sociologiques. Quelles attentes des élus? Eh bien, en fait, on s'aperçoit globalement que, en fait, élu local, ça ne veut rien dire en termes de formation vu que, en fonction du type d'institution dans lequel les élus sont, il n'y a pas le type de collectivité, pour le dire clairement, il n'y a pas la même attente de formation. Moi, dans mes recherches que j'ai pu faire, on remarque beaucoup que quand on est élu régional, départemental, on a beaucoup plus d'appétence pour des formations un peu théoriques, un petit peu de débat, un petit peu de prise de distance, alors que quand on est dans des collectivités plutôt au niveau du terrain, petite, moyenne, on a globalement des envies d'outillage concret. Et c'est assez symptomatique en fait aussi d'un rapport à l'exercice du mandat qui est totalement différent, et ce qui rend notre question complexe, c'est qu'est-ce que la formation pour les élus au final, quand on a accès à des élus qui ne vivent absolument pas les mêmes temps et les mêmes conditions dans leur mandat. Et globalement, il faut aussi croiser, et ça c'est beaucoup moins fait, l'élu dans son parcours biographique, parce que l'élu tombe pas du ciel, il arrive avec effectivement ce qu'il est, et souvent l'accès au mandat local, c'est pas un accident, c'est un parcours biographique et il y a des filtres sociaux qui jouent, et il y a des formations professionnelles en fait, soit qui remplacent, soit qui viennent compléter la formation pour les élus. Et moi j'ai un nombre d'entretiens que j'ai fait avec des élus qui me disent non, moi la formation pour les élus pas la peine, parce que moi je me forme dans le cadre de mon mandat, où je me suis formé quand j'étais je sais pas, agent territorial. Aujourd'hui en tant que maire, le management, tout ça c'est bon, je fais. Donc on a une sorte de complexité en fait qui n'est pas pensée, parce que la formation pour les élus locaux, elle a été pensée historiquement comme devant être différente justement de tout ce qui pouvait exister comme formation. Et c'est pour ça que le CNFPT, et ça c'est depuis les années 1970, quand depuis la loi de Raymond Barre, sur les premiers espaces où les pensées de décentralisation, le CNFPT, alors à l'époque il s'appelait le CFPC, du coup, a toujours été rejeté de cet univers de la formation pour les élus locaux, parce que le risque qui était donné notamment par les sénateurs, c'était de subvertir du coup l'ordre démocratique, de mettre des élus sous domination des agents qui leur apprendraient comment faire. Alors on sait que sur le terrain, c'est globalement ce qui se passe, la formation, elle se passe aussi tacitement, et c'est aussi des agents qui viennent apprendre aux élus comment faire, mais le formalisme tel quel a toujours été un élément repoussoir, et je pense aussi que le CNFPT aujourd'hui, du coup, aurait des difficultés à pouvoir absorber cette marge de travail, parce qu'il a déjà beaucoup à faire avec les agents, et sur le terrain, on le constate. Quand on regarde un peu aujourd'hui de manière un peu macro, sur quoi les élus se forment quand on mélange tout, vous avez les finances pour 25%, l'urbanisme pour 25%, la communication pour 25%. Vous avez 75% de l'offre de formation qui tourne autour de ces trois grandes thématiques. Dans ces thématiques-là, vous avez effectivement plein de formations très différentes, sur lesquelles on peut aborder plein d'enjeux et sur des axes très différents et dans des modalités tout à fait effectivement différentes. Mais globalement, vous avez un peu la structure, et le dernier 25% se répartit, c'est bien l'ensemble du reste des autres formations. Et voilà, on a plein de sujets qui du coup ne sont absolument pas traités, ou en tout cas très peu sollicités par les élus. En sachant qu'on est alors sur un marché, je prends le terme parce que c'est aujourd'hui celui qui est en vigueur, mais on est sur un marché où on le constate, c'est l'offre qui fait la demande. C'est-à-dire qu'on a très peu d'élus qui viennent solliciter des formations qui n'existent pas, ils vont beaucoup se satisfaire de ce qui existe déjà. Donc il y a aussi un espace d'information pour les élus qui est pour moi important. L'obligation en début de mandat, normalement elle est obligatoire depuis 2020. 2020, tous les élus des communes de plus de 3500 habitants avaient l'obligation de se former durant la première année. En 2026, si le droit reste tel qu'il est, ce sont tous les élus qui reçoivent délégation qui auront l'obligation de se former en cours de mandat. Sauf qu'il n'y a pas de régime de sanction et de contrôle.
on ne sait pas du coup ce qui est fait ou pas. Et surtout, il y a une notion de liberté qui est encore laissée et qui vraiment est un fondamental du droit à la formation pour les élus locaux. L'élu a la liberté d'aller se former sur le sujet qu'il veut avec l'organisme qu'il souhaite. Donc à partir de là, vous n'avez pas de contrôle et vous avez des élus qui sont totalement libres. C'est très difficile aujourd'hui d'estimer les choses qui se font. Moi, je suis élu dans une collectivité en Loire-Atlantique. La formation de début de mandat, c'était, on a fait venir le directeur de cabinet de Loire-Atlantique. On a émargé 2 heures de temps avec lui pour discuter collectivité et Covid. Voilà, et on a émargé, c'était pas de la formation en tant que telle, c'était de la formation. Très intéressant en demeurant, mais donc on a une diversité de pratiques qui est assez interrogeante, hein, moi, que je vous disais tout à l'heure. Sur la procédure d'inscription trop longue, là vous faites référence effectivement au DIF, parce qu'il y a aussi le droit à la formation au sein des collectivités où la procédure est peut-être plus simple et parfois peut-être intermédiée encore par des aspects politiques, où on a encore des élus locaux qui nous disent « je suis de l'opposition, mon maire a refusé que j'aille me former ». Voilà, et on sait très bien que personne n'a le droit de le faire, enfin, qu'il y a des conditions qui sont très strictes pour aujourd'hui un exécutif pour refuser l'accès d'un élu à la formation, mais il y a encore parfois des espaces dans lesquels on peut encore identifier ce genre de choses. Et effectivement, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on a des dispositifs qui sont très contraints. Et je pense effectivement, mais là c'est peut-être la vision du sociologue, et peut-être que ça fera peut-être pas écho, ou en tout cas c'est peut-être quelque chose qui n'est pas entendable pour vous, mais je pense qu'on est sur des dispositifs qui sont pensés de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas pour limiter concrètement. Si toutes les collectivités locales en France inscrivaient au moins 20%, donc le maximum de l'enveloppe indemnitaire annuelle au titre de la formation, ça ferait 2 milliards par année. Voilà, 2 milliards par mandat, donc sur 6 ans. Et si tous les élus dépensaient 400 € du coup, par année qu'ils reçoivent, on serait sur 200 millions d'euros. Du coup, la Caisse des dépôts et consignations, on serait incapable de répondre du coup, à une demande massive des élus locaux en formation. Ça, il faut tirer ces conséquences-là, parce que si on veut véritablement que les élus locaux se forment, enfin, si c'est ça un enjeu, en tout cas, de démocratiser la formation, il faut effectivement y penser. Sur les procédures d'agrément, alors moi c'est une grosse partie de ma thèse, j'ai été accepté en 2017 pendant 4 mois au sein du secrétariat du CNEFEL, au sein du ministère de l'Intérieur, j'ai récupéré toutes les archives du CNEFEL et j'ai fait une sociologie de l'agrément du CNEFEL dans le temps, où je montre que globalement l'agrémentation est restée dans une forme assez arbitraire, globalement, en fonction du moment où on se trouve, en fonction des personnes qui siègent au CNEFEL, en fonction du profil de ces personnes. On n'avait pas les mêmes doctrines d'agrément, et vous avez, années 94, quand ça commence, jusqu'à les années 2000, une vision très restrictive de l'agrément. On a plus de 60% des dossiers qui sont refusés. Ensuite, une période 2000-2010 où là, on passe sur une vision plutôt libérale de la formation, au sens où l'élu, on considère qu'il ne faut plus forcément le protéger, mais que l'élu est individuellement responsable de son parcours de formation et qu'au final, on peut laisser rentrer les organismes. On verra au niveau du renouvellement, parce que c'est à ce moment-là qu'on verra si l'organisme a su répondre ou pas. Et en gros, la quantité et le volume de formation fait foi aujourd'hui dans le renouvellement comme étant une pièce justificative de l'intérêt que les élus ont eu par rapport à l'offre de formation. Et on est revenu depuis 2010, alors jusqu'en 2016, parce que c'est là où mes travaux s'arrêtent, on était revenu dans une forme un peu hybride, où on avait des doctrines où des organismes étaient effectivement refusés par défaut, ou comme ça, ou de manière automatique. Pendant très longtemps, on considérait que les organismes, par exemple, d'apprentissage des langues, n'avaient rien à faire sur le marché de la formation pour les élus locaux. Pendant un temps, on a dit que c'était bon, et puis après, on a dit que c'était fini. Vous avez l'exemple des CAUE aussi, qui sont rentrés, qui ont eu du coup leur agrément de fait pendant un temps, qui non plus. Donc en fait, en fonction du moment où vous vous trouvez dans l'histoire, l'agrément effectivement n'est absolument pas le même, et on ne laisse pas rentrer effectivement les mêmes types d'organismes de formation pour former les élus locaux. Et pour moi, et j'en terminerai là, ce facteur un peu arbitraire aujourd'hui, c'est pas de la faute des membres du CNEFEL qui font leur travail de manière très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est qu'on les met devant une mission impossible, en fait, tout simplement. On leur demande de définir ce qu'est la formation pour les élus locaux, alors qu'on sait très bien, et je pense que j'ai pu vous le dire, que en fait, c'est quoi la formation pour les élus locaux? Comment est-ce qu'on diagnostique qu'un maire, qu'un élu est compétent ou pas? Voilà. Et surtout, comment est-ce qu'on peut rendre obligatoire la formation pour les élus locaux sans pour autant euphémiser le caractère autosuffisant de la citoyenneté. Et là, je pense qu'on touche à un nœud gordien du problème. Ça veut dire, si on dit que la formation est obligatoire et qu'elle est un processus essentiel, donc il y a une notion de compétence. Et donc tout le monde ne peut plus être élu. Et donc là, on rentre dans une sociologie qui est très désenchantante, où il y aura effectivement des personnes dont les parcours biographiques les prédisposeront à avoir des capacités à pouvoir apprendre par eux-mêmes, ou auront les dispositions peut-être déjà acquises pour devenir élus, sans aucun souci. Ceux qui pourront apprendre tout seuls, parce qu'ils auront ces capacités-là, et le reste, qui du coup ne pourront pas se satisfaire d'offres de formation qui sont effectivement plutôt descendantes, qui sont très normées, très inégales en termes de qualité pédagogique, je le répète, mais très normées en termes effectivement de vie
vision effectivement un peu descendante, ça il faut quand même le dire. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, je pense que la formation des élus locaux n'avancera pas. Et on achoppe ici à des vrais problèmes sur une mythologie républicaine, sur qu'est-ce que c'est que la professionnalisation des élus locaux, qu'est-ce que c'est qu'être élu local, être compétent ou pas. Et là, malheureusement, je vous laisse avec plus de questions que de réponses, mais je m'en excuse. Rayon de réponse. En tout cas, la manière dont au Sénat on a débattu du statut de l'élu nous amène à dire qu'il y a des options qui ont été prises. Monsieur Giguet, et après nos deux collègues... Daniel et Ghislain. Merci. Je vous remercie. Alors, je vais être très complémentaire par rapport à ce qu'a dit Pierre Camus, puisque je retrouve beaucoup d'éléments dans ses propos, beaucoup d'éléments qu'on a pu inscrire dans le rapport et des éléments que nous partageons. Alors, pour reprendre les différentes questions, quelles sont les attentes qui sont formulées par les élus locaux dans le cadre des demandes de formation? Le constat qu'on a fait était qu'on avait des demandes vraiment très partagées, qui allaient à la fois sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Sur le savoir-être, beaucoup de demandes sur comment animer un conseil municipal, comment se comporter avec son environnement, vous l'avez évoqué, comment se comporter avec des élus, quel positionnement avoir pour gérer des conflits également, quand on a des débats un peu animés, et comment prendre la parole en public. Pour un élu d'une commune rurale qui sera amené à faire des discours, c'est quelque chose qui revenait aussi très régulièrement. Et aussi les savoir-faire, je ne vais pas m'étendre sur les sujets budgétaires, les sujets d'urbanisme, les sujets de transport, qui parfois relevaient du casse-tête, avec quand même une thématique très forte qui revenait, la thématique des transitions et la thématique environnement-urbanisme, qui était vraiment un point qui était important. Alors, toute petite digression, je pense que c'est très utile pour vous, on a noté que 2 types de publics étaient plus demandeurs que d'autres de formation. Le premier, ce sont les femmes élues, avec des associations, des structures dédiées à la formation des élus ES, avec une vraie demande plus importante que pour des élus masculins. Et une autre catégorie d'élus dont on a constaté qu'il y avait une demande plus forte, ce sont les élus d'opposition. Quand je dis d'opposition, ce sont des élus d'opposition génériquement dans des conseils municipaux, comment se positionner face à un maire, face à des adjoints qui n'ont pas été élus avec nous, comment exercer notre mandat, comment avoir un rôle utile sans être dans l'opposition systématique. La question sur le partage entre pairs fait écho à la deuxième série de questions, notamment sur l'idée de la formation obligatoire. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Dans notre rapport, nous n'avons pas proposé d'avoir une formation obligatoire en début de mandat. Pourquoi? Pierre Camus l'a dit. Parce que si la formation n'est pas suivie, quelle est la sanction derrière? Est-ce qu'un élu va être déchu de son mandat 3 ans après son élection parce qu'il n'aura pas suivi la formation? Clairement non. Clairement non. Ce ne sera pas le cas. Donc, puisque ce ne sera pas le cas, puisqu'il n'y aura pas de traduction coercitive, nous ne l'avons pas proposé. En revanche, nous avons beaucoup insisté sur la mise en place d'une information obligatoire au début. Et c'est là que le partage entre pairs nous paraît très important, c'est que nous proposions de généraliser des sessions d'information le plus largement ouvertes aux élus, et nous proposions que ce soit les associations départementales de maires qui aient un rôle fondamental, central dans l'organisation de ces sessions d'information, avec l'idée qu'un élu sera d'autant plus réceptif au message qu'il entendra un autre élu qui aura exercé 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, qui aura expliqué ce qu'il a vécu au début de son mandat. Ce sera souvent plus efficace pour l'élu qui rentrera en fonction que d'avoir l'intervention, la meilleure soit-elle, d'un représentant de service de l'État ou d'un représentant d'une structure privée. À défaut d'intervention des associations départementales de maires, pour quelque raison que ce soit, nous proposions que les préfectures puissent avoir un rôle de reprise en main. Mais ce rôle ne doit vraiment être pour nous que secondaire. C'est là où on a vraiment un rôle de partage des savoirs, d'échange entre les pairs, qui nous paraît fondamental. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail sur comment pouvaient s'organiser ces sessions d'information, en partant du principe qu'il faut laisser la main et laisser faire confiance aux élus locaux. On imaginait bien une présentation du contexte de l'environnement, le rôle de l'élu, le rôle des différents acteurs. Je pense qu'on a le savoir-faire local. Des élus qui auront exercé 1, 2, 3, 4 mandats locaux auront le savoir pour savoir faire la chose, et évidemment avec l'appui des services de l'État et des acteurs présents dans le territoire. Un CNFPT des élus. Alors, lorsque nous avons réalisé nos travaux, nous avons veillé dans nos propositions à faire émerger ce qui nous semblait important, et aussi à faire émerger ce qui semblait faire consensus entre les associations d'élus et les élus rencontrés. Cette proposition n'émergeait pas en tant que proposition consensuelle, puisqu'elle implique également des décisions administratives, création d'établissements, décisions de gestion.
dans la mesure où ça n'émergeait pas comme quelque chose qui faisait consensus. Ce n'est pas une idée qu'on a souhaité développer. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Si l'idée devait faire consensus, il n'y avait pas d'obstacle de principe. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose d'accepté, d'assumé, en intégrant l'ensemble des implications administratives, budgétaires, financement, recrutement, etc., que cela implique. Sur les difficultés de procédure et de fonctionnement, en 2019, nous n'avons pas eu l'impression qu'elles existaient afin d'éviter que les coûts qui devenaient de plus en plus importants ne deviennent prépondérants et mettent en œuvre des difficultés. L'impression qu'on avait, c'est que quand le DIF a été mis en œuvre, il a commencé à avoir des bénéficiaires. La Caisse des dépôts qui gérait le dispositif a donc créé une petite équipe pour le gérer. Et le fait que le DIF ait un succès croissant, on peut même dire exponentiel, fait que cette équipe s'est trouvée débordée. Ce n'est pas plus compliqué que cela. On n'a pas ressenti d'intention de brider à travers ces dysfonctionnements, mais en revanche, une prise au dépourvu parce qu'il y a eu vraiment une croissance exponentielle des bénéficiaires. Aujourd'hui, on est 4 ans après. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, je peux parler de ce qu'on a vu en 2019. Je ne connais pas assez la situation aujourd'hui, donc je ne ferai pas de remarques, mais en 2019, la situation était celle-là. Alors, sur la question des agréments, dans notre rapport, nous avions une proposition assez radicale. Nous proposions de fait la suppression du CNEFEL, la suppression des agréments et la mise en place d'un dispositif qui est en fait le dispositif de droit commun d'agrément d'instituts réalisant des formations. Et nous avons cité un exemple dans le rapport, je vais vous le redire parce qu'on l'avait trouvé assez illustratif, amusant pourra-t-on dire. On avait comparé 2 structures qui voulaient bénéficier d'un agrément. La première structure, je ne citerai aucun nom évidemment, est une structure qui remplissait formellement toutes les conditions. Elle avait dans sa raison sociale inscrit qu'elle pouvait former des élus locaux. Enfin, quand on allait sur son site internet, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait d'abord devenez pizzaiolo, ensuite devenez barista, ensuite devenez serveur dans un établissement de nuit. Et il y avait un petit encart dans le coin, en bas à droite. Si vous êtes élu local, nos formations peuvent vous intéresser. Sur le plan strictement formel, cet établissement, cette structure privée, remplissait les conditions. C'était dans sa raison sociale, ils avaient des contrats avec des formateurs. Peut-être ces formations étaient-elles de qualité d'ailleurs. Nous ne sommes pas allés assister à des séances, mais on a trouvé cocasse de voir qu'elles bénéficiaient de l'agrément, alors qu'en parallèle, un institut d'études politiques de province, qui nous semble avoir dans sa raison d'être l'explication de l'articulation des compétences pour des responsables locaux, n'avait pas dans ses textes fondateurs la référence à la formation des élus locaux et s'était vu refuser l'agrément du CNEFEL pour cette raison-là. C'était totalement incohérent. Donc nous proposions un rattachement au droit commun pour éviter cela. Et enfin, la dernière question portait sur le fait que l'on pourrait peut-être avoir une guerre de retard et que nous serions trop attachés à des formations anciens modèles. Alors là, je vais m'exprimer aussi en tant que citoyen avisé. Depuis, nous avons eu la crise du Covid, nous avons eu la généralisation des pratiques à distance. Je partage ce que dit le sénateur Vial. On peut effectivement avoir, y compris d'ailleurs dans les sessions d'information, beaucoup plus de choses qui seraient mises en ligne via des MOOC, via des séances d'explicitation et via des recours à des nouvelles technologies qui permettraient d'avoir des méthodes qui permettraient aussi de lever des obstacles sociologiques qu'on a pu mettre en œuvre. Un élu qui va se former, un élu d'une commune rurale qui devra prendre sur son temps le soir, qui a une fonction professionnelle par ailleurs, qui pourra avoir à se déplacer, ça peut être compliqué. S'il peut se connecter et assister à la formation, on peut faire des choses très bien qui répondront aux besoins de ces élus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à nos collègues Daniel Guéret et Ghislaine Senet. Cher Daniel. Merci Madame la Présidente. Merci à nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Moi, je m'interrogeais sur 3 points, mais vous avez en partie peut-être, notamment dans les 2 dernières interventions, abordé. C'est le premier point. L'essor des réseaux de formation de pair à pair. Il semble que les élus soient plus sensibles à cette formation dispensée par leurs semblables. Mais alors, comment ne pas risquer de rester en vase clos? Ça, c'est le premier point sur lequel je m'interroge. Le deuxième, se former, c'est un peu se professionnaliser. Alors, comment éviter l'écueil du métier de la politique, si je puis dire? C'est une vraie question. Et puis enfin, comment ne pas sacrifier la diversité des profils des élus
et des allers-retours avec la vie professionnelle sur l'autel de la formation. Voilà 3 points sur lesquels je me questionne. Précision, pardon. Chère Ghislaine. J'espère pouvoir être aussi concise que ça. Non, mais le sujet est passionnant et on voit bien à quel point ça demande encore à ce qu'on puisse y réfléchir. Moi, je me demande s'il n'y a pas une mission à faire sur la formation des élus à nouveau. On a en fait, moi, j'ai plaidé pendant la séance du statut de l'élu à des formations obligatoires. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une professionnalisation qui, de fait, se fait. Et que tous les élus, que ce soit dans les grandes communes ou dans les petites communes, en fait, sont confrontés forcément à un besoin de monter en puissance en matière de compétences, parce qu'il y a une judiciarisation qui est là, parce que de toute façon, les transferts de compétences plus ou moins assumés de l'État nous obligent à apporter des réponses très concrètes à nos concitoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, on est voilà, à croiser des chemins. Et moi, pendant très longtemps, et d'ailleurs, je dis encore que, puisque je me suis totalement consacrée à mes contrats, que je n'ai pas de profession, je suis sans emploi, ça choque à chaque fois. Mais je considère que c'est effectivement un mandat, c'est pas un métier, mais la réalité, quand même, il va falloir peut-être un jour l'assumer, c'est que, bien évidemment, on acquis des compétences, et que ce soit a posteriori, ce qui, pour moi, ne pose pas un problème démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder au statut de l'élu, mais, enfin, peut être élu, mais après, forcément, il y a une demande d'entrée en compétence, mais qui est presque naturelle. Ensuite, on a effectivement dans les demandes, moi je crois réellement qu'il y a le savoir-être et le savoir-faire. Moi je partage complètement le fait qu'il faut en tout cas une entrée en matière et qu'on puisse très vite comprendre lorsqu'on débarque dans ses responsabilités, à ce qu'il y ait une formation autour de l'environnement territorial, parce qu'aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui, avant, on avait les services de la préfecture qui étaient en capacité de pouvoir nous accompagner, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Enfin, on voit notamment sur le contrôle de la légalité. Enfin, moi, je sais, avant, on pouvait les contacter et nous amener des informations. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est a posteriori. Donc, il y a vraiment besoin de quelque chose qui au démarrage, alors ça peut être une information si on préfère, mais moi, je pense que la formation obligatoire, même si on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de contrôle, mais c'est exactement comme dans une petite commune rurale où on limite à 30 km à l'heure, on met des warnings et des petits bonhommes qui sourient quand on est, et on sait que de toute façon, il n'y aura pas de contrôle. Mais on se rend compte quand même que malgré tout, la vitesse diminue. Et je crois que la formation des élus, elle est importante pour ça. Donc ça, c'était sur la demande. Maintenant, sur l'offre, moi, je crois, et je reprends vos propos, Madame la Présidente, c'est que la machine, elle est bloquée, enfin, on le voit, et que donc il faut qu'on arrive à trouver, en tout cas, et faire le bilan des dysfonctionnements et essayer de voir comment cela fonctionne. On a aujourd'hui très concrètement un problème d'agrément, on le sait. En fait, au final, on n'a pas suffisamment d'offres, on n'a pas suffisamment d'offres géographiques, et que pour les élus, outre le fait que l'inscription sur le DIF est très très compliquée, mais en plus, c'est difficile de trouver un organisme certifié, ou labellisé, du coup, ça pose un vrai sujet. Et puis après, il y a la question du financement. Très concrètement, on voit que finalement, on souhaite à ce que les élus locaux qui représentent en fait les services d'État. Moi, je continue à penser que ce vivier de 500 000 élus sont finalement une opportunité incroyable pour l'État, pour la citoyenneté, pour ce qui a toujours fait la force de notre pays, de pouvoir porter la question du civisme, la question de redonner espoir aux concitoyens en la parole politique, en l'action politique. Et je crois que là, il y a quelque chose de très fort à faire. Et donc, pour ça, il faut se donner les moyens. Et donc, il faut se doter des outils. Et ça passe forcément par la structuration de l'offre. Offre publique, service public de formation ou une ouverture aux informations, tout ça pour dire, parce que je vois bien que je vais prendre beaucoup de temps et que je vais fâcher la présidente, il faut, mais je le sais, il faut donc pertinemment, effectivement, à ce qu'il y ait en tout cas une réflexion et une continuité dans les débats que nous avons pour réussir à avancer vraiment concrètement sur la question de la formation des élus.
Merci, pardonnez-moi hein, d'être harcelante sur le temps, mais notre échange est extrêmement intéressant et je voudrais que les collègues qui peuvent encore être là puissent en profiter. Donc, il vous appartient de gérer très bien le temps comme vous l'avez fait. Je ferai un petit mot de conclusion. Qui veut répondre à nos deux collègues, Daniel Guéret et Ghislaine Sennet? Merci. Madame la Présidente, donc je me permettrai aussi de revenir sur les questions qui ont été posées dans la première salve de questionnement. Et je me concentrerai sur les questions de l'attente et des demandes. Pour lequel je pense que j'ai davantage de choses à dire. Voilà, la question, quelles sont les attentes des élus locaux, plutôt donc de communes petites et moyennes? Elles sont très diverses, elles ne sont pas les mêmes en début et en fin de mandat. Elles sont assez opérationnelles. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est important, je pense, c'est la façon dont les problèmes auxquels sont confrontés les élus évoluent. Et si la formation a besoin d'évoluer, si l'offre a besoin d'évoluer, c'est parce que les élus locaux ont connu dans ces dernières années des contextes, des problèmes qui évoluent extrêmement vite parce que la société évolue à toute allure, parce que la technologie, parce que la montée des problèmes environnementaux, des questions de transition, de changement climatique, les questions juridiques aussi, les lois qui arrivent à un rythme extrêmement soutenu. Donc être élu aujourd'hui d'une commune rurale ou périurbaine n'appelle plus du tout le même type de positionnement, de besoin de connaissances, de besoin de compétences, de savoir-faire et de savoir-être qu'il y a 10 ans, voire même avant la crise Covid. Donc les demandes sont, comme je le disais, d'avoir un outillage pour faire et de retrouver ce que nous, on a appelé du pouvoir d'agir. C'est-à-dire, en fait, oui, il y a des besoins de connaissances, il y a des besoins de compétences, mais ce qui nous a semblé, c'est que c'était intéressant de les travailler en situation et sur des enjeux concrets. Je vous donne un exemple concret sur l'aménagement et l'urbanisme, la question du ZAN, du zéro artificialisation nette, qui interpelle énormément d'élus. Et donc, oui, par exemple, il y a des besoins de formation en situation, mais surtout d'accompagnement pour savoir comment faire pour résoudre l'ensemble des injonctions paradoxales auxquelles les élus se trouvent confrontés. Sur la question de la biodiversité, je pense que les élus sont convaincus de l'importance de travailler et que dans leurs projets d'urbanisme ou d'aménagement, ils favorisent la biodiversité. Mais comment faire ? Et ce qui est intéressant, ce sont des formations qui s'appuient sur des connaissances, des compétences, de l'expertise et qui aident les élus à savoir faire. Et par exemple, nous, on a aussi une offre de formation à l'Institut Paris Région dans lequel on accueille des élus. On propose par exemple des formations, je donnerai un exemple, bâtir, aménager pour favoriser la biodiversité. Et là, on propose un accompagnement qui donne aussi des solutions très concrètes aux élus. Voilà, ça me semble très important. La question des thèmes, c'est très difficile de répondre parce que très diverses, mais effectivement, vu les problèmes aujourd'hui, les questions environnementales, d'adaptation au changement climatique sont absolument majeures. Et oui, évidemment, il y a de très gros besoins de formation. Sur la question d'échelle, je dirais qu'il y a besoin, je disais un besoin de faire équipe. Il y a un besoin de faire équipe à l'échelle de la commune, qui est évidemment un acteur absolument central, de faire équipe entre élus, de faire équipe avec les agents et aussi de travailler avec les habitants parce que, effectivement, la question de l'acceptation sociale des projets est absolument fondamentale. Mais il y a aussi besoin de travailler à l'échelle de l'intercommunalité et, comme on dit dans nos métiers, en interterritorial, entre intercommunalités. Voilà, donc cette multiplication des échelles. Et peut-être dernier point pour réagir à une intervention précédente, monter des réseaux de formation de pair à pair. Monsieur le sénateur parlait de formation dispensée par leurs semblables. Quand je disais formation de pair à pair, c'est pas du tout de la formation, j'ai peut-être pas été suffisamment claire, c'est pas du tout de la formation dispensée par les élus, c'est bien les formateurs qui ont la main, mais simplement ils donnent la parole à un moment donné où ils mettent en scène des élus qui ont déjà été confrontés aux problèmes et qui vont aller échanger, discuter avec d'autres élus qui sont en position d'enquêteurs. Mais le formateur construit le cadre.
je dirais, il construit le problème, il construit avec les élus, il aide les élus à préparer, en fait, en quelque sorte, les choses. Donc, ce n'est pas du tout l'idée de dire on va déléguer la formation aux élus, absolument pas. C'est simplement l'idée de dire on va donner une place aux élus qui vont venir parler de leur propre expérience. Et dernier point, sur la question de la professionnalisation, évidemment que compte tenu de la complexité des problèmes de la judiciarisation, il y a des besoins de compétences, c'est absolument indéniable, mais je ne suis pas sûre, il me semble que le terme professionnalisation est un piège. Pourquoi? Parce qu'en tant que sociologue, on sait que être professionnel, ça s'inscrit dans un cadre, un élu, il n'est pas un professionnel, il a d'abord une fonction politique, il a d'abord une fonction de décideur, il a d'abord une fonction de donner des orientations et de savoir comment accompagner leur mise en œuvre en tant que chef d'orchestre avec ceux qui sont là pour faire, c'est-à-dire les agents techniques. Donc, réfléchissons effectivement, c'est indispensable, comme le disait Pierre Camus, à ce qu'est cette fonction d'élu et comment la formation peut l'accompagner, mais accompagner des élus qui ont besoin de compétences, mais qui ne sont pas des professionnels au sens où l'on peut définir, en tant que sociologue, par exemple, le fait d'être un professionnel. Voilà, merci. Oui, très rapidement, du coup. Effectivement, et du coup je vais rebondir, effectivement, merci beaucoup pour la transition sur la notion de professionnalisation qui fait débat aujourd'hui effectivement en sociologie, en sciences politiques, en ce qui concerne les élus locaux. On a quand même des indicateurs qui tendent à montrer que pour une petite partie d'élus locaux qui font carrière, dont le mandat est la principale source de revenus, qui sont entourés de collaborateurs, enfin, il y a une professionnalisation dans le sens où le terme est très connoté, mais où on a quand même un monde local qui est très divisé entre effectivement ceux des élus qui peuvent vivre de la politique et ceux qui vivent pour la politique, si je reprends la dichotomie weberienne un peu classique. Néanmoins, aujourd'hui, semble-t-il qu'il y a une sorte de complexification, pour prendre peut-être des mots un peu moins chargés, de l'exercice du mandat local, et qu'une bonne partie du mal-être qui existe vis-à-vis des élus locaux et qui explique en partie les démissions, c'est l'aspect pyramidal du municipalisme, entre guillemets, où le maire est chargé de tout, quelques adjoints délégués et des élus locaux qui, parfois, conseillers municipaux, se demandent à quoi ils servent. Et dans les démissions, en fait, vous avez un peu, alors c'est très caricatural, mais vous avez un peu ces deux tendances-là, le burn-out et la crise de sens. J'en fais trop, j'en peux plus, et à quoi je sers. Et je pense qu'il y a effectivement peut-être une logique, et peut-être à aller changer, sur les aspects de gouvernance un peu plus transversales vis-à-vis du monde local, qui permettrait d'activer effectivement des leviers qui soient de travail en collectif et dans lequel la formation, pour moi, pourrait totalement arriver. Il y a une professionnalisation, une complexification de fait de l'activité, comme je le disais, et pour moi, tout l'enjeu, et alors là, peut-être que ça passera à côté, peut-être, mais je le dis quand même, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il va être effectivement d'aller normaliser le temps du mandat dans le temps de la vie active. Voilà. Il faut qu'on donne des conditions effectivement à toutes et à tous, indépendamment de qui ils sont et d'où ils viennent, de pouvoir arrêter de travailler, de pouvoir vivre de leur mandat, de pouvoir effectivement, parce qu'autrement on relègue effectivement à des discriminations qui sont liées à des parcours individuels. Et donc à partir de là, tant qu'on n'aura pas normalisé le mandat local comme une profession en termes de droits et devoirs, on aura toujours des difficultés. Par contre, l'enjeu effectivement de normaliser, c'est pas de banaliser. Voilà, ça veut dire qu'il faut garder cet esprit vocationnel du mandat local, effectivement, et de ne pas en faire une activité comme une autre, un peu comme on peut avoir en Allemagne, par exemple, pour certains élus qui, pour le coup, sont quasiment assimilés à des fonctionnaires particuliers. Voilà, c'est une vision, effectivement, qu'il faut porter, et je pense qu'on est un peu sur la brèche en France. On est travaillé par ces dimensions-là, et la formation, elle vient justement craqueler, effectivement, elle vient travailler encore plus ces dimensions-là. Donc, avec plaisir, du coup, pour continuer, du coup, à discuter de ça avec vous autant que possible, et merci encore à vous pour votre invitation. Je laisse les mots de la fin à mon collègue. Je vous remercie. Je vais être très rapide et rebondir sur les deux dernières interventions du sénateur Guéret puis de la sénatrice Senet. Je pense qu'en fait, les deux interventions sont liées, font écho à une problématique liée qui est la problématique de l'offre de formation. Et la diversité de l'offre de formation permet de répondre à la fois aux deux remarques. D'abord sur la sensibilité du pair à pair, comment éviter l'écueil de rester dans l'entre-soi et en même temps de préserver la diversité des publics. Je pense qu'en ayant une offre diversifiée, on offre un champ des possibles qui répondra aux attentes. Certains élus souhaiteront se former dans des organismes où ils seront entre élus.
parce qu'ils auront l'impression d'avoir un vécu qui sera comparable. Voire même certains élus souhaiteront se former dans des organismes proches de formations politiques dont ils sont proches. Dans les structures qui existent, figurent des structures proches de partis politiques. On les a pratiquement toutes rencontrées pendant notre mission. On a été assez impressionnés par la qualité de ce qui était proposé, il faut le dire. Parfois, ils sont critiqués, donc on va en dire du bien. Enfin, je vais en dire du bien. Et on sentait que ça répondait à un besoin, ça répondait à une attente, avec le fait d'être dans l'entre-soi, parce qu'on partage un vécu commun, et dans le cas d'espèce, un vécu commun lié à une idée partagée, des valeurs partagées. D'autres élus souhaiteront insister sur la diversité des profils, sur les allers-retours, et ça ne me choque pas. Dans le prolongement de ce qu'on a évoqué, de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur les agréments, que des formations soient ouvertes à tout type de public, sur les savoir-être par exemple, sur la prise de parole, sur la gestion de conflits. Prendre la parole en public, que l'on soit un élu, que l'on soit un cadre qui intervient, que l'on soit un responsable associatif également, ça a beaucoup de parallèles. Donc ça ne me choquerait pas que tout type de formation puisse être ouvert à tous les publics et que la diversité des offres, ainsi, permettra de satisfaire toutes les demandes et de satisfaire tous les profils. Merci beaucoup. Donc je rappelle aux collègues que nous avons à traiter le volet technique, mais c'est l'accès technique à l'outil de la Caisse des dépôts et consignations, parce que Cédric Vial l'a dit, moi je l'ai fait, je suis conseillère municipale, franchement j'ai renoncé, quoi, parce que en dehors du fait que si j'avais 3 jours de congé où il pleuvait et qu'il fallait que je m'occupe et que je m'énerve contre quelqu'un, c'est un excellent exercice, mais bon, voilà, on doit traiter ça. Alors, vraiment, je pense qu'au travers des questions, vous avez ressenti l'intérêt qu'on porte à votre sujet. Vous voyez, Monsieur Giguet, que les rapports ici sont lus, sont suivis et qu'on aime faire des évaluations, ce qu'on a fait, où on est, voilà, bon. Et que au-delà des questions un peu techniques qu'on s'est posées, on tourne autour de la question qu'est-ce que c'est qu'un engagement d'élu. Et vous l'avez dit, il faut dissocier l'engagement de l'élu local municipal de celui, je le dis, de l'engagement d'un conseiller régional. On est dans une autre nature. L'élu local, il s'engage pour faire, pour réussir, fabriquer de l'action publique. Donc il est à la fois en conceptualisation, mais il est aussi dans le moteur de la voiture, quoi. Voilà. Bon. Sans droit à l'erreur. Donc c'est extrêmement particulier. Je vois bien au travers de ce que vous dites comment on retrouve ça. C'est-à-dire l'élu, lui, alors il veut bien qu'on lui parle philosophie, mais à un moment, bon, ok, mais maintenant... comment va marcher la chose. Et puis, vous renvoyez à la conception même de la démocratie. On en a débattu ici au Sénat pendant le statut de l'élu, parce qu'on a des collègues qui considèrent qu'aujourd'hui, et on en débat, c'est devenu tellement technique qu'il faut se professionnaliser, et que se professionnaliser, ça veut dire avoir un type de contrat de fonctionnaire, comme ça existe, vous l'avez dit, dans des pays européens. Voilà. Et donc, vous avez aussi une autre conception qui était celle de la majorité au Sénat, de dire l'engagement citoyen nous renvoie à l'esprit qui a prévalu au moment de la création de la commune par les révolutionnaires. La commune, ça n'est pas une institution politique. C'est pas un débat d'idées. C'est un espace, votre espace de vie commune ou en communauté, où les gens qui habitent et qui vivent doivent pouvoir décider eux-mêmes et gérer eux-mêmes de leur affaire. Et dès lors, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir, à un moment, être élu et donner. Alors certes, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus machin, et les temps ont changé, ok. Mais moi, je respecte beaucoup les collègues qui disent faisons ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'à un moment, notre pensée va être amené à ça en disant c'est devenu tellement difficile que maintenant il faut des professionnels. Moi, je vous avoue que cette idée-là me gêne beaucoup, parce que quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez autant de difficultés à engager des gens qu'aujourd'hui, où certains ne vont pas parce qu'ils ont une vie familiale et professionnelle. Parce qu'il y a des gens qui n'iront pas, parce qu'ils diront ah non, mais moi je ne veux pas pendant 6 ans être fonctionnaire ou je ne sais pas quoi. Et que moi je pense que vous renforcez quand même le poids des partis politiques, y compris dans les communes. Alors que la commune a ceci de très fort, que c'est l'espace le plus démocratique qui soit, parce que la plupart de nos communes ont des listes qui ne sont pas des listes politiques,
ce sont des listes d'échantillonnage de la population. C'est-à-dire que M. Dupont, qui adore le foot, aura jamais rencontré Madame Michu, qui, elle, est passionnée d'urbanisme et de voirie, mais qu'on se met ensemble pour gérer nos affaires. Parce que mon bout de trottoir, je le vois à l'aune de l'intérêt général. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des conceptions philosophiques, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les choses. Et je partage ce que vous avez dit sur l'enjeu aujourd'hui pour les maires et les élus locaux, c'est la conduite du changement. C'est le changement climatique, le changement environnemental, le changement de relation avec les techniciens. Comment, au sein de mon équipe, je considère Dupont, qui est conseiller municipal, et pas que les adjoints, donc comment je fais participer, voilà, donc ils sont en pleine transition. Et pour terminer, moi je crois beaucoup aux actions qui sont menées par les associations départementales de maires. Après chaque élection, il y a ce qu'on appelle les universités des maires. C'est-à-dire vous avez le kit où vous réunissez les maires et pendant un jour, alors vous savez, c'est vraiment du gavage, mais vous les sensibilisez à tout ce à quoi ils doivent s'intéresser. Donc ils sortent de là, ils savent qu'ils doivent penser sécurité, environnement, machin. Ils connaissent rien du sujet, mais ils sont alertés, prévenus parce que, vous l'avez dit, le maire, c'est quand même pas celui qui fait, même si je suis d'accord, dans les petites communes, vous n'êtes pas le responsable financier. Vous allez donner une impulsion, et vous êtes capable de maîtriser pour maîtriser votre administration. Mais donc le sujet est complexe. Je pense que chacun de nous a raison dans sa façon de voir. En tout cas, personne n'a tort. Mais merci vraiment pour voilà, ce débat de fond sur un sujet important, sachant que nous, notre travail, nous sommes un peu le service des urgences, quoi. C'est-à-dire que là, il faut qu'en 2026, il y ait des élus qui se présentent et qu'on permette à chacun d'être heureux. Et la formation obligatoire, alors moi j'entends, moi je veux bien qu'on mette une formation obligatoire, mais si la personne elle ne le fait pas, qu'est-ce que vous faites? Le conseil municipal, vous le sortez. Et l'élu d'opposition qui dira, mais monsieur le maire, monsieur l'adjoint, il y a une formation obligatoire, vous ne l'avez pas faite. Donc j'écris à monsieur le préfet. Vous voyez le truc. Et que moi, je crois beaucoup plus au fait qu'il faut aller vers les gens pour aller, et c'est les associations d'élus, les intercos, qui doivent sensibiliser et permettre que l'offre sera adaptée. Merci vraiment pour ce temps extrêmement intéressant. Je crois, merci à Mayol qui nous a organisé cette table ronde, voilà, et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent, on peut faire une photo avec nos invités. Voilà. Merci beaucoup. Faisons cela.